Afrique Actu. L'Afrique avec vous. Poursuivre avec vous, Monsieur Ndormo. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. On rappelle que vous êtes co-auteur de cet ouvrage pour une Fumban 2, les incongruités de la conférence de Fumban de 1961, ce qui cadre très bien avec la thématique de ce soir. Donc vous allez certainement nous apporter des éléments de réponse en ce qui concerne cette thématique, peut-être en vous basant sur cette conférence de Fumban de 1961. Donc je vais tout simplement vous demander votre avis sur la question en référence bien sûr à l'histoire. Manuela, bonsoir aux autres panélistes et je voudrais saluer vos millions de téléspectateurs. Permettez que je fasse une certaine discrimination en saluant particulièrement les personnalités et les personnes qui résident dans la ville de Tchang. Très rapidement, vous savez qu'on a passé le temps, il y a beaucoup d'invités. D'accord, oui, c'était important que je dise cela. Maintenant, vous avez dit, je suis co-auteur de cet ouvrage pour une Fumban 2, les incongruités de la conférence de Fumban de 1961. En fait, il s'agit de quoi? Nous démontrons dans cet ouvrage tout simplement que Fumban 1 a été un échec. C'est-à-dire ce qui s'est passé à Fumban en 1961 a été un échec. Et la preuve patente est cette crise qui sévit au Cameroun depuis. Et donc, on a l'impression que ça a atteint des proportions assez importantes. Pourquoi est-ce que ça a été un échec? Nous démontrons à l'intérieur qu'il s'agissait en fait d'une conférence dont les partisans étaient tout simplement des imposteurs. Des imposteurs dans quelle mesure? Parce que l'indépendance que nous avons obtenue, qu'on leur a offert, ils ne l'avaient jamais demandé. Amadou Ahidjo n'a pas demandé l'indépendance. L'indépendance lui a été offerte. Il n'était même pas le premier choix des colons. Il était seulement le deuxième choix. C'était d'abord André Marimbida. Par contre, l'UPC qui s'est battu pour cette indépendance, mais qui souhaitait d'abord qu'il y ait la réunification des territoires avant que l'indépendance n'arrive. Le projet a été court-circuité parce qu'on s'était rendu compte que c'était un projet mettant en avant et en exergue la lettre K. La lettre K qu'on retrouve dans les partis politiques qui naissent dans la zone anglophone, qu'il s'agisse du KNDP, qu'il s'agisse du KUNC, qu'il s'agisse du KNC, et je m'arrête là, tous ces partis pensent et croient dur comme fer qu'il n'y a pas d'unité qui tienne sans que on ne retourne dans la période allemande. C'est la démonstration que nous faisons là. Et lorsque nous avons décidé de passer par la lettre C, nous avons finalement obtenu deux pays. Nous avons obtenu deux appellations, à savoir le Cameroun et le de Cameroun. Donc, obtenant cela, voilà les contradictions qui naissent. Et vous pouvez mettre dans le Cameroun un champ identitaire avec un capital symbolique différent, avec le champ identitaire qu'on retrouve dans la zone francophone, avec son propre capital symbolique. Ces deux contradictions-là vont évoluer, je suis comme ça dans la perspective de Jean Bourdieu, ces deux champs symboliques-là, ces deux capitaux symboliques-là vont évoluer non seulement de façon différente, mais d'une façon conflictogène et se font la guerre de façon permanente. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait? Nous avons également pensé à cela. La première des choses qui doit être faite, c'est d'abord d'éduquer les Camerounais afin qu'ils comprennent que en 1961, à Fumban, il n'y a pas eu mariage. Le mariage signifie un frère, un homme et une femme qui se rencontrent. Non, à Fumban, il y a eu retrouvailles entre deux frères qui avaient été séparés, les frères qui ont été engendrés par l'Allemagne en 1884. Maintenant, lorsqu'on se retrouve à Fumban, c'est parce qu'en 1916, ils ont été séparés et les deux enfants sont allés être adoptés par l'un par la France et l'autre par la Grande-Bretagne. Pendant leur adoption, ils ont appris des choses, ils ont intégré des valeurs, sauf que ces valeurs-là étaient contradictoires. Et lorsqu'ils se retrouvent à Fumban en 1961, il est question
pour eux de se remettre ensemble. Sauf qu'au lieu de se mettre ensemble, ils décident de se marier. Ça donne l'inceste. Et cet inceste politique-là est ce qui nous a conduit aujourd'hui à toutes ces dérives que nous rencontrons. Donc, plutôt, nous proposons qu'à Fumban, on aurait dû véritablement prendre en considération le cas, c'est-à-dire la situation antérieure du Cameroun avant que la division n'ait été opérée. C'est pas pour vous couper, tout simplement pour vous relancer et pour permettre de chuter. Vous nous avez expliqué exactement, vous êtes revenu dans l'histoire et expliqué exactement ce qui s'est passé maintenant dans le cas actuel, parce qu'il faudrait qu'on évolue également par rapport à l'histoire. Aujourd'hui, vous avez relevé un certain nombre certainement de limites concernant cette conférence de Fumban. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer en ce qui concerne cette conférence, peut-être pour appliquer aujourd'hui? Effectivement, si nous allons au dialogue que le chef de l'État a convoqué avec à l'idée de renforcer nos spécificités et nos différences, alors c'est un conflit futur que nous sommes en train de préparer parce que nous avons, je l'ai dit, deux champs identitaires qui se font la guerre. Sauf que cette guerre sera toujours ou presque toujours gagnée par la grande majorité qui a à la fois l'espace, le territoire, la population et qui depuis 1960 a également le pouvoir. Avec tout cela, il est difficile à cette minorité-là de pouvoir s'insérer facilement dans l'autre champ. On aura ce qu'on appelle l'assimilation, l'impérialisme. En fait, les anglophones ont utilisé plusieurs termes pour le faire. Il faut donc dépasser ces clivages-là pour essayer d'instaurer quelque chose qui puisse effectivement nous fédérer. Parce que la fédération a été juste le rassemblage de deux territoires sur lesquels on a déposé des institutions. Il ne s'agit pas, un État ne peut pas être ça. Un État, c'est des cultures, c'est des valeurs communes, c'est une histoire commune et une projection dans l'avenir qui est également commune. Merci. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a observé et je pense que donc, le dialogue qui est convoqué là ne doit pas être un moment de renforcement de ces spécificités ou des efforts pour pouvoir respecter les spécificités. La garde sera baissée demain et le conflit rejaillira de plus belle. Merci. Nous avons une opportunité de fédérer. Merci. Merci à vous. Merci également, Tatinda. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. On va tout simplement poursuivre avec vous. Vous avez écouté le premier panel, les avis qui divergent bien évidemment. Vous avez également écouté l'avis des téléspectateurs. Certains reviennent d'ailleurs aussi sur les forces en présent encore les acteurs pour eux, en tout cas, le président Paul Biya a déjà limité ceux-là qui vont participer à ce dialogue. Or, on le sait très bien, il y a des pays, par exemple, comme les États-Unis, qui invitent le Cameroun ou encore le gouvernement camerounais à ouvrir ce dialogue à toutes les parties, à tout le monde, si on peut dire encore toutes les parties prenantes. Alors, que dites-vous par rapport à toute cette critique vis-à-vis de l'annonce du dialogue par le président Paul Biya? Déjà, merci Madame Siké de m'avoir invité. Salutations distinguées à Maître Nouga, ce grand homme de droit, à Monsieur Compit, à mon jeune frère Arnaud Manga et à tous mes copanélistes. Oui. Madame Siké, moi je ne suis pas venu ici faire le deuxième tour et la campagne d'élection présidentielle. L'élection présidentielle est terminée. Nous l'avons même souvent dit. Ce dialogue sera ce que nous on va appeler le dialogue part 2. Il y a eu un dialogue part 1. 3 ans avant l'élection présidentielle, 2 ans avant l'élection présidentielle, on va débattre. Chacun va y aller de ses idées, de ses explications. Historiens, archéologues, physiciens comme moi, mathématiciens, juristes vont venir vendre un projet de société, vendre leur façon de comprendre le dialogue et vendre même des solutions. Les Camerounais vont se prononcer. Le président Biya va gagner avec la large majorité qui va constituer autour de lui à 71%. Quand on va dans un dialogue, on tient compte aussi de son poids politique. On n'a pas un député d'emprunt, 10 conseillers municipaux sur 10 800 et on veut parler plus fort que la République entière. Le président Biya va le dire dans son discours. Oui, l'élection confère aussi une forme de légitimité. Point 1. Deuxièmement, on ne fera pas le part 2 d'un, comment je vais dire, procès de contentieux de Cour constitutionnelle. Les gens ont parlé pendant 2 jours à la Cour constitutionnelle.
Mais ils vont oublier de nous présenter la preuve essentielle, c'est-à-dire que le PV issu des bureaux de vote. Madame Siké, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une véritable fourberie. C'est-à-dire que le NNP va le dire, on sera le premier à le dire, que cette histoire a été inspirée par l'étranger. Cette histoire se cache derrière cette histoire l'industrie minière. On donnera même le nom d'un voyou, pakistanais, canado-pakistanais, Zulfikar Rachid, qui va dealer avec un certain nombre de personnes. Je vais donner le parcours d'un individu comme M. Akwanga. Voilà où ils ont embarqué les enfants camerounais. Aujourd'hui, ils sont pleins. On dit qu'ils ont peur pour leur sécurité. J'ai eu le privilège de discuter avec les éléments de nos forces de sécurité. Mais ils me disent qu'ils sont où ils sont. Ils ont peur pour leur sécurité. Un mot du président de la République, entrer dans les forêts, mais on va les cueillir un à un dans les forêts. D'ailleurs, je partage ici une confidence que j'ai eue cet après-midi. Le cardinal Toumi va en recevoir 4 à Kumbo. Parce qu'il a souvent l'habitude, il a une maison à Kumbo, il va souvent se reposer à Kumbo. Il va leur dire que vous avez la vie sauve parce qu'on a un président qui a une forte éducation religieuse. Vous disposez de quels moyens? Moi, je suis prêt à vous convoyer sur Yaoundé. À un moment donné, il était pratiquement considéré comme le porte-parole. Il va dire, je suis prêt à vous convoyer sur Yaoundé. Le président n'a pas parlé, en quelque sorte, de certains voyous qui vont aller se cacher derrière la nationalité norvégienne, derrière la nationalité américaine et instrumentaliser la mort ici. Il va demander à ses enfants de venir dire devant la République ce qui les a poussés à prendre les armes. Est-ce que le président n'a pas les moyens, c'est-à-dire que militaires, politiques même, de demander à son armée d'aller les chercher de force dans la forêt? On sait, j'en ai rencontré 2 à Douala. Certains viennent même ici quand ils viennent payer les médicaments. Si on les connaît. La troisième des choses, Madame Siké, quand il faut dire quand même qu'au début de cette histoire, il y a une fourberie. Parce qu'on va poser les problèmes d'ordre sectoriel. On n'est pas venu ici refaire l'histoire, mais il faut quand même le dire. Quelle réponse va apporter le gouvernement? Rapidement sur mon temps de parole. Première des choses, le gouvernement va rapidement instaurer un dialogue en envoyant le Premier ministre sur le terrain. Quelle réponse il va avoir? Insulte, calomnie, dénigrement. Le Premier ministre, il va l'envoyer. Deuxièmement, on va créer une section de la Common Law. C'était ça une revendication aussi de ce problème. Troisièmement, on va créer un plan de formation des magistrats à l'ENAM, de confession anglophone. On va faire un recrutement spécial avec une dotation d'1 milliard pour les enseignants, pour ce qu'on appelle l'éducation de base. On va, en quelque sorte, comment je vais dire que, faire un recrutement spécial d'auditeurs de justice. Une commission nationale pour la promotion du bilinguisme va être mise sur pied. On va accélérer le processus de décentralisation. On va nommer un membre du gouvernement spécialement pour accélérer ce processus de décentralisation. On va aller à une amnistie de près de 290 personnes. Ils vont nous dire dialogue inclusif sans condition. Quand le gouvernement va faire tout ça, quelle a été aussi la part des autres? À un moment donné, il faut se poser cette question. Rien du tout. Ils vont être excités par les hommes politiques qui sont devenus de gros démagogues, de gros menteurs, croyant que faisant une réunion à l'ambassade des États-Unis avant l'élection présidentielle allait leur conférer le titre de chef d'État. Rien du tout. Et moi, je l'avais dit sur ce plateau que les Camerounais ne donneront pas la prime en quelque sorte à des démagogues. On est en train de revoir en fait cette vieille classe politique avec la même rhétorique, fourberie, patati, patata, effectivement, qui n'a absolument rien à proposer. Comment est-ce que le président peut demander d'aller dans des assises pour revoir quoi? En quelque sorte, pour discuter sur des questions qui touchent à notre unité nationale, intégration nationale, notre vivre ensemble. Est-ce que ça appartient à un parti politique, ça? L'unité nationale. Quand eux, rêvons un peu, ils vont arriver au pouvoir, ils n'auront pas besoin d'unité nationale? Quand ils vont arriver au pouvoir, ils n'auront pas besoin d'intégration nationale? C'est cette classe politique qu'on ne veut plus voir. C'est cette classe politique qui ne peut plus rien obtenir par les urnes. Parce que véritablement, Madame Siké, oui, ils ne saisissent même pas ça au vol. Ils nous parlent en quelque sorte de Marcoussis, dialogue de Côte d'Ivoire. Le dialogue de Côte d'Ivoire a produit 30 000 morts. Parce qu'on prendra la Côte d'Ivoire, on va mettre la Côte d'Ivoire sous tutelle d'un individu qu'on va appeler Choi, qui va venir en quelque sorte certifier des résultats d'élection sans apporter la preuve palpable et irréfutable. 30 000 morts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, entre guillemets, c'est gâté, comme on le dit. Il demande au Cameroun, en quelque sorte, un État internationalement reconnu, indépendant,
organisé, structuré, d'aller se mettre sous la botte. Nous savons qui donne ces conseils à ces sécessionnistes. Ces enfants sont en train en ce moment de consulter. Le cardinal Tommy est en train de leur donner en quelque sorte toutes les garanties. Vous savez que nous n'avons pas souvent été gentils avec l'Église catholique. Elle va même se comporter de façon très ambiguë dans cette histoire parce qu'elle va être la première, en quelque sorte, à fermer ses écoles, en leur donnant toutes les garanties. Donc voilà, Madame Siké, on aura le temps de venir dans le fond, dans des débats de fond, et nous expliquer que la crise a commencé en 1961. Franchement, que nos historiens aussi un peu s'attaquent véritablement aux vrais problèmes. Parce que le Cameroun va être partitionné en 1919 sous ce qu'on va appeler le banditisme international. Pourquoi on ne s'attaque pas à ça? J'aimerais voir ces historiens-là s'attaquer d'abord à ce banditisme qui va faire que 4/5 du Cameroun va revenir à la France, 1/5 à la Grande-Bretagne, sous aucune base juridique, sans rien du tout. Merci. À terme de rap, juste par cause, les autres détenaient le canon et nous, on ne détenait pas le canon, on va décider de déchirer les familles du Cameroun. Ce n'est pas en 1961. Venez lire l'histoire de 1961 avec les yeux de 2019. En quelque sorte, c'est être en quelque sorte un peu naïf. En 61, le Cameroun n'avait pas plus de 400 licenciés. On n'en avait même pas. On allait encore dans les villages récupérer des Camerounais pour les mettre à l'école. C'est facile de parler du président Ahidjo comme ça. Il a été un grand bâtisseur de notre unité nationale et nous en sommes fiers. Merci à vous, Monsieur Bertrand Tatinda. Achou, bonsoir aussi et bienvenue sur ce plateau. Je ne vais pas revenir, en tout cas, vous êtes là depuis, vous avez écouté vos copanélistes, mais il y a également un point qui revient, on parle d'amnistie. Pour certains, ce serait d'abord le préalable pour garantir la sécurité de ces groupes armés ou encore de la diaspora. Alors, peut-être en termes de procédure, de configuration du dialogue, est-ce que la forme annoncée par le président Paul Biya est légitime et pourrait bien sûr être un dialogue légal pour justement la paix au Cameroun? Thank you very much, Manuela. Oui. Good evening, everybody. Good evening, Africa. The President of the Republic has given a singular opportunity for Cameroonians to sit down for the first time to talk on issues that has to affect you and me. Before I come to the point of what the President has been saying, or as was said last during his speech, I would like us to go back down history lane. Today, some Cameroonians of the former Southern Cameroonians, Cameroons, are saying they want to secede. To me, I think it is very strange and not correct, and they are making a very big mistake in the sense that in 1884, Africa was partitioned by the Europeans. Who amongst them is challenging that partition? Nobody. In 1916, after the conquer of after the Germans took over Cameroon, following the Simon Milner Agreement, Cameroon was divided into two. And then Cameroon was with 1K. Why are they not contesting that these foreigners, because the white man is a foreigner to Africa, why should he come to Africa and divide us? Not only dividing Africa, but dividing Cameroon too. Why are they not talking about that one? The same thing occurred during the United Nations in 1945, which was confirmed. Then in 1961, yes, we had a plebiscite. The surprising thing in the plebiscite was that, what I would like you to know, the verdict was that we are supposed to, we of the former Southern Cameroons, agree to join the brothers of the former East Cameroon. Yes, a formal conference was called on, and which was a fast because nothing was decided. But we are forgetting that in 1966, all the political parties of the Southern Cameroons were dissolved in a meeting presided by President Ahidjo to associate themselves with the political party of former East Cameroon, Union Camerounais in those days, to create one party called the CNU in 1966. I'm always asking that, okay, during this conference or during this meeting in 1966, what happened even to the property that belonged to former Southern Cameroons? Where did he go to?
Why are these secessionists or whoever? Why are you not asking that question? In 1972, we had a referendum to change Cameroon from a federal republic to a united republic. They are saying we're not supposed to violate Section 47 of the Constitution, which stated that the federal constitution there's the aspect that that concerns the federal nature of the Cameroon of the country could never be violated. But it was a referendum, which means it was the will of the people that decided to change it in 1972. It happened. But some of us are still not satisfied because people of the Southern Cameroons are divided into 4 different groups. We have the secessionists, we have the federalists, we have the unionists, and we have those who don't have any opinion. The shocking thing is that we are in a democracy whereby everybody has a right to his own opinion. We should even say the president himself, head of state, has a right to his own opinion. Everybody. But the shocking thing is that a group of persons from the Southern Cameroons, or the former Southern Cameroons, decided to take guns to force everybody to accept secession. Okay, we know what has happened. It has caused a complete disaster, complete destruction of the former Southern Cameroons because there's been a mass exodus of former Southern Cameroonians into former East Cameroon. Let me use that terminology because they don't want to identify with themselves with the whole of Cameroon. But today, the head of state has said, okay, I understand what is going on. We're in a democracy. There's been a cry for dialogue all over the place. This cry for us to sit down and talk about it. He has now decreed one. That, okay, I've given instructions to the Prime Minister to sit down with Cameroonians and talk out these problems and look for solutions. But we are surprised that political parties like MRC, instead of preparing towards this goal, they're only there to insult every other person. Everything the president says should be something about CPDM and nothing else. Regime, as if members of the MRC don't work in this regime. They seem to forget that there are so many members of the MRC party working in the government. Why should they insult a good idea like a dialogue, a national dialogue for all of us? Why should they insulting it? To me, they are so immature that it's not. We shouldn't listen to them. But that notwithstanding, this is the first time an Anglophone or a native of the former Southern Cameroons has been called upon to sit and preside over a national dialogue. This is the first time the issue which has been disturbing the crisis, the so-called crisis called Anglophone crisis. The first time an Anglophone will sit down to preside with all the belligerents, all those who are interested in Cameroon, to talk about it. You should understand that in 1966, it is President Ahidjo of the former East Cameroon who presided. In 1972, it's President Ahidjo of the former East Cameroon who presided on the referendum. And during the tripartite, which prepared the 1996 constitution, it was presided over by somebody. The Prime Minister the then Prime Minister, Issa Hayatou, who is equally from the former East Cameroon. This is the time an Anglophone has been given the charge of doing it for the betterment of this country. So whoever decides not to adhere to it, whoever decides not to be part of it, doesn't even love himself. Because when you come down to sit and talk, we talk about everything. And those because there are secessionists who are not carrying out arms. There are some who are carrying arms, not all of them, some are carrying arms. Those who are carrying arms, the president earlier said, please, drop your arms, let's sit down and talk. Yes. Because you cannot come to the table with a gun. Okay. The avenue is still open to them. Those who want to come and talk peace should come on the table because everything will be said during that dialogue. As of date, yes, they are preparing the agenda because they want everybody to bring suggestions for an agenda to be prepared. Those who don't come
will live to regret. Voilà, merci à vous, Maître Achou. Alors, poursuivre avec vous, Monsieur Tagia, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. On a donc à faire, le dialogue a été annoncé par le président Paul Biya. Déjà, ce dialogue était réclamé, mais depuis l'annonce, il y a donc plusieurs réactions. Certains sont pour, d'autres non, entre autres les groupes armés, bien sûr, aussi la diaspora, qui ont posé leurs conditions. Les avis sont donc partagés. Pour certains, ces groupes armés veulent tout simplement, ne veulent pas en tout cas que ce dialogue ait lieu. Et pour d'autres, c'est plutôt le pouvoir de Yaoundé qui n'est pas sincère en ce qui concerne la convocation de ce dialogue. Alors vous, où est-ce que vous vous placez entre ces différents avis? Écoutez, Manuela, nous ne pouvons pas en même temps demander la face et la pièce. Je crois que c'est ce que je vois dans beaucoup de déclarations jusqu'ici. Nous avons demandé pour longtemps ce dialogue. Ouais. J'ai aussi suivi, je crois, l'avocat qui disait, ouais, même si ce n'est pas dit de la meilleure manière, je le dis aussi, le président a instruit ce dialogue à sa manière. Mais dans tous les cas, chacun à sa manière. Et je crois que même dans son discours, il a développé que le fait qu'on ne peut pas être parfait. Moi, je pense qu'il y a une réalité profonde et nous devons tous nous y engager. Nous avons demandé le dialogue. Maintenant, le dialogue est annoncé. Comment le préparons-nous? Quels sont les thèmes qui vont être discutés? Déjà, actuellement, vous avez des gens qui sont dans le dialogue. Il y a des gens qui développent comme si le dialogue était déjà là. L'essentiel, nous avons la porte qui a été ouverte. On met le pied, on cale, comme disait, j'étais ce matin sur ce plateau, comme disait M. Simon, j'ai bien aimé cette expression. On cale le pied et puis on avance, on voit comment avancer ensemble. En mettant le Camerounais au centre de tous les intérêts. Je crois qu'il n'est plus temps d'apporter des avis partisans. Je crois qu'il faut dépasser cela. Ce n'est plus le moment de se mettre et de pointer le doigt sur l'autre et dire ce que tu fais n'est pas bon. Moi, si c'est cela, on rentre en arrière, on dirait à la base. Et à la base, le président l'a reconnu. Il a reconnu qu'au début, c'était des revendications corporatistes et que les anglophones avaient des frustrations. Ce que rarement on a vu des pontes de son parti, venez le dire sur des antennes. Donc j'ai dit, nous devons aller dans le sens d'apporter la paix dans le cœur des Camerounais en regardant en avant, pas en continuant dans les luttes partisanes. Cela étant dit, je dirais aussi qu'en allant en arrière, beaucoup se disent que, écoutez, dans le passé, on a eu comme par exemple à la tripartite, on a eu des résolutions. Où en sommes-nous? Je dis non, attention, on n'est plus à ce niveau. Le Cameroun vit ce qu'un homme d'affaires que je respecte bien a dit, quelqu'un d'assez respecté dans ce pays a dit, vit une agonie. Il faut appeler les choses par son nom. On n'a plus le temps à courir dans ce genre de risque, avoir peur si je sors, on risque de tirer dessus. La troisième chose que je vais dire, je dirais aussi que les interventions qui amènent les ambassoniens à les trouver comme des terroristes et tout cela, je dirais s'il vous plaît, essayons, même le président n'est pas allé à ce point. Enfin, il a ouvert la porte à toutes les interventions. Il a ouvert la porte à tout genre d'avis, à condition que la paix revienne dans le Cameroun. Moi, j'ai une image que je garde de ce discours, de cet homme d'État. Je garde l'image d'un homme qui crie à l'aide. Voilà l'image que j'ai gardée de ce discours. Un homme qui crie à l'aide. Et maintenant, je vais chuter peut-être, Manuel, en parlant de la fondation profonde des problèmes de Fumban. Monsieur Ndombo a très bien développé, j'aime bien, mais il y a des facteurs aussi que j'espère que dans son livre, il a développé. Vous voyez, en juillet 61, il y a un point central que le Cameroun occidental, principalement, avait demandé de mettre en dehors des négociations. C'est-à-dire que les accords qui avaient été faits avec la France. Alors, ça c'est très important. Nous ne pouvons pas évoluer dans ce dialogue sans mettre les contraintes que tient notre ancien colon autour du Cameroun. Parce que j'ai eu l'occasion de partager quelques temps avec M. N'Djamène. J'étais allé au fond en lui disant, écoutez, quelle que soit la haine que vous avez de ces gens-là, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons rien faire sans voir leurs interventions et sans les considérer en regardant dans les yeux. Les Français, spécialement avec les CFA, vivent de cela. Et le Cameroun est là-dedans. Ils ont, dès 1961, ils ont vu nos ressources pétrolières qu'il fallait exploiter et tout cela. Il fallait tourner dans le sens que, à la fin, ils s'en sortent bien. Maintenant, on pourrait parler aussi, et ça c'est très important aussi, Manuela, il faudrait parler de ce fait que les frustrations des anglophones sont réelles.
et le président l'a reconnu. Parce que je dis toujours, mon épouse, elle est anglo-saxonne, et il y a un fait qui peut sembler banal, qui fait rire les gens. Chaque fois qu'elle commence une phrase en français, quand elle arrive à appeler le nom de la chose, elle est battue entre le là, et finalement, elle dit, si elle dit, donne-moi bâton, au lieu de dire, donne-moi le bâton. Ça, c'est des réalités. Alors, quand nous quittons, quand les anglophones quittent par exemple, le PWD, qui voulait dire Public Works Department, ça, c'est des réalités qui étaient fondamentales selon l'anglophone. Ils avaient la considération dans leur secteur comment développer à partir d'eux-mêmes. Alors, subitement, nous amenons toute la structure des travaux publics à Yaoundé. On les centralise. Il faut aller suivre les dossiers à Yaoundé. Pour tout. C'est frustrant. Alors, ce qui veut dire que je peux peut-être chuter en disant, nous allons contourner, nous allons monter, nous allons descendre, on va arriver au point central qui est la fédération. Et c'est pas appeler cela régionalisation vraiment profonde, mais nous allons aller à ce point-là. Parce qu'il n'est plus temps qu'on mette des agendas cachés, il est temps qu'on mette tout sur la table. Et se regardant dans les yeux, qu'on parte avec honnêteté, sinon le dialogue n'a pas de sens. Voilà, merci à vous, monsieur Tagia. Monsieur Gérard, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Alors, il y a plusieurs villes ou encore pays qui sont choisis ou cités par les groupes armés qui craignent pour leur vie, pensent que Yaoundé leur tendrait donc un piège en les appelant à la table du dialogue. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire ou alors important de céder aux sollicitations de ces groupes-là pour justement favoriser la paix, parce qu'on rappelle que pour le moment, ils sont catégoriques. Il faudrait que ce dialogue se passe sur un territoire neutre. Alors, au prix de la paix, est-ce qu'il faut céder à ces sollicitations? Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Je voudrais dire que le dialogue ne se fait pas à sa manière, comme le chef de l'État dit, le dialogue a ses canons. Oui. Et ce que revendiquent les sécessionnistes, ce n'est pas une revendication, c'est une obligation. Le dialogue, j'ai deux repères. Oui. Le dialogue inter-ivoirien s'est passé où? Ça s'est passé à Ouagadougou. Le président Gbagbo se levait, allait à Ouagadougou. Le dialogue congolais s'est passé où? À Son City. Monsieur Kabila allait à Son City avec les 4 belligérants. Le dialogue centrafricain à Khartoum aussi. Etc. Il ne faut pas qu'on invente les choses. Et deuxièmement, un dialogue, ça a un modérateur, ça ne se préside pas. Ça a un médiateur ou un modérateur selon la typologie. Ça ne se préside pas. Et le dialogue ne peut pas être modéré ou présidé par une des parties. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas jouer un match de football Cameroun-Gabon et habiter Gabonais. Ça ne se fait pas. Et deuxièmement, on ne peut pas faire un dialogue pendant que les armes crépitent. Il faut qu'on soit logique. Ce n'est pas possible. Et troisièmement, on invite les sécessionnistes alors que leurs leaders sont en prison. Il y a un contresens. Et troisièmement, dans un dialogue, on fait le chronogramme avant. Ce n'est pas une tontine où on s'assoit, on dit nouvelles des membres, ordre du jour, etc. On fait le chronogramme avant. Et le plus important, et c'est ça que M. Biafui, c'est que quand on fait un dialogue, on dit avant comment seront appliquées les résolutions du dialogue. On le dit avant, ce n'est pas après. Et dans l'application des résolutions du dialogue, généralement, il y a un gouvernement de transition, 1+4, 1+8, etc., comme on a vu en Guinée, un peu partout au monde. Sinon, on va faire une tripartite, on va faire une réunion, on va s'asseoir, dialoguer, et après, on va appliquer selon le rythme d'un camp. Et le deuxième, il faut quand même souligner certaines choses. C'est que M. Bia dit que le problème anglophone, ça vient de l'organisation corporatiste. Il se trompe lourdement. Il montre là qu'il est complètement déconnecté. M. Ndomo vient de nous faire une excellente démonstration. Le problème anglophone date de 1961, ça ne date pas d'il y a 3 ans, du tout. Et l'autre élément qu'il faut souligner, c'est que quand ça a commencé, tout le monde a crié au dialogue. Il a fallu 3 000 morts, 500 000 déplacés, selon le GCAM, 250 milliards de pertes. Et on est à la 4e année scolaire sans rentrée, scolaire. Ce qui est vraiment dédommageable. Il faut demander à M. Bia le bilan du dialogue entamé par M. Diangouté et le dialogue qu'il avait commencé en Suisse avant d'entamer un 3e dialogue. Et pour chuter, le gouvernement avait commencé à dialoguer avec le consortium. En plein milieu, il a arrêté, il a mis les gens en prison. Il y a un exemple qui est là. Monsieur, mon ami, maître Abo Congo, Aya Abine et tout ça, ont fait 9 mois en prison. C'est quoi, c'est 8 mois. Ils ont commencé un dialogue, en plein milieu, on a arrêté, on les a traités de terroristes, on les a mis en prison.
dont les autres ont des raisons valables de craindre de venir. Et puis, on n'a jamais vu un dialogue qui se passe sur le site d'un camp. Donc, de mon point de vue, moi, je ne suis pas surpris que le président soit en train de jouer au boulanger. C'est un dialogue qui va nous mener nulle part si c'est fait dans les conditions qu'il est en train de mener. Un dialogue à des canons, c'est presque scientifique. On ne peut pas inventer. J'ai donné pour preuve le dialogue ivoirien qui avait commencé à Makoussi et qui après se déroulait à Ouagadougou. Il y a eu 1, 2, 3 dialogues où M. Barbeau se déplaçait avec Ouattara et M. Barbeau discutait autour d'un médiateur qui était M. Compaoré. Donc n'inventons pas la poudre. M. Diangoute est disqualifié pour présider un dialogue, pas parce qu'il n'a pas la capacité intellectuelle, parce qu'il est partisan. Il faut un médiateur indépendant avec tout ce que j'ai cité comme la fin de la guerre, la libération des détenus. Et il y a une dernière chose. Ouais. Si on se réfère au dialogue ivoirien, centrafricain ou congolais, on signe l'amnistie avant. Tous ces sonistes ont des avis de recherche et des qui courent sur eux. Vous voulez demander de venir à Yaoundé de dialoguer comme avec un avis de recherche qui court sur eux. Non, il faut d'abord dire que bon, il faut des garanties. Parce que même si on va dans un territoire étranger, il y aura des garanties. Ce gouvernement va donner des garanties de ce qu'il va vous laisser finir votre dialogue jusqu'à la fin. Et très souvent, le pays qui accueille le dialogue finance même tout ce qu'il comporte. Donc, de mon point de vue, il y a une fourberie qui est monumentale. On risque de se retrouver quelques années plus tard. Parce qu'il faut aussi souligner une dernière chose, c'est qu'une guerre, on la gagne ou on négocie. Alors, si 3 ans après, le chef est en train de gagner, c'est la preuve qu'il est mal à l'aise. Alors, nous avons intérêt à lui faire des propositions comme la mienne, que je viens de découvrir tout à l'heure là, pour que le dialogue soit plus serein, dans de meilleures conditions. Parce que s'il commence à dialoguer, ça veut dire qu'il n'est pas gagnant sur le terrain. Et donc, ça veut dire que les autres sont fondés à continuer la guerre, ce qui ne nous arrange pas du tout. Voilà, merci à vous, M. Kwesi Gérard. Direction donc Yaoundé, avant peut-être de prendre aussi l'avis de nos téléspectateurs. Je poursuis avec vous en Omanga. Bonsoir et bienvenue. Sur ce plateau, outre donc la condition d'un territoire neutre, il faut également rappeler que ces groupes armés souhaitent aussi la présence de l'Union africaine, l'Union européenne, mais aussi des Nations Unies. M. Kwesi Gérard parlait tantôt tout à l'heure d'un médiateur international. Alors vous, en Omanga, que dites-vous donc à propos de ces revendications, de ces acteurs qui sont aussi réclamés, ces acteurs internationaux réclamés par la diaspora et les groupes sécessionnistes? M'associant à tout le panel ici présent, de Yaoundé comme de Douala, je vais saluer l'auditorat panafricain et en particulier tous les amoureux du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, présidé par le professeur Maurice Kamto, emprisonné pour ses opinions politiques. Ceci dit, la problématique du dialogue national, c'est une problématique qui est intrinsèquement imbibée dans l'ADN d'une formation politique comme le MRC. Depuis notre naissance, en août 2012, tous les militants le savent, lorsque nous formons les militants au sein du MRC, le dialogue fait partie du pacte républicain du MRC. Dans cette logique toujours, je tiens à illustrer que d'autres formations politiques l'ont inscrite dans leur projet de société. Ceci dit, nous l'avons réclamé depuis des mois, depuis des années. Et c'est pour cela que la nature démocratique d'un régime se définit aussi par sa capacité à faire asseoir constamment et perpétuellement les acteurs pour discuter des grandes questions. Ce qui se passe donc, c'est que il y a une crise qui a explosé par l'incompétence et le caractère illégitime du régime dirigé par M. Biya, qui a envenimé la situation où il y a une désescalade. Et je tiens à rappeler que lors de son récent discours, il a situé le contexte en rappelant que la crise anglophone a effectivement déclenché lorsque les avocats anglophones ont manifesté pour réclamer la traduction des textes de l'OHADA, mais ont été violemment bastonnés et réprimandés. Je tiens donc à rappeler que le régime qui est au pouvoir
depuis les années 60, qui s'appuie essentiellement sur la répression, c'est-à-dire un régime qui n'a pas mis l'ADN du dialogue dans son sang ou bien dans son corpus politique. On a commencé dans les années 60 avec la logique subversive. Ça veut dire que lorsque vous ne plaisez pas à une autorité publique ou bien vous défendez une opinion politique contraire à l'ordre établi, on vous traitait de subversif. Ça s'est vécu dans les années 60, 70. Après, on a évolué avec le retour au multipartisme où il y a eu des villes mortes dans ces pays. Des acteurs politiques ont réclamé à ce qu'il y ait une nouvelle constitution, il y ait le retour au multipartisme. Il y a eu la question sur la tripartite. Et je tiens à rappeler que, avec toutes les pressions qu'il y a eu pendant cette période, le président Biya, qui est celui qui est actuellement au pouvoir de manière usurpatrice, est celui-là qui a jugé cette conférence nationale souveraine d'être sans objet, la tripartite d'être sans objet. Je veux aussi rappeler que la logique répressive s'est perpétuée avec le fait que lorsque la crise anglophone a évolué, vous avez des représentants corporatistes, des syndicats d'enseignants et d'avocats conduits par Maître Congo Agbo et d'autres leaders qui, alors qu'ils dialoguaient avec les agents gouvernementaux, se sont vus réprimandés, c'est-à-dire ne sont vus envoyés en prison parce qu'ils opposaient de la résistance. Donc, la question centrale est la question d'interroger un régime qui n'aime pas la contradiction. Le régime de M. Biya au pouvoir n'aime pas la contradiction. Donc, on n'a pas un État démocratique, un esprit démocratique d'accepter l'affrontement. Et c'est pour cela que, à l'issue de cette élection présidentielle, plusieurs acteurs subissent les mêmes faits. Parce que certains revendiquent une victoire à l'élection présidentielle, on les jette systématiquement en prison. Lorsqu'on pose donc cette problématique sur le dialogue national concernant la crise au nord-ouest et au sud-ouest, je n'aimerais pas, comme certains copanélistes, parler en lieu et place d'une partie, c'est-à-dire des extrémistes, des sécessionnistes. Ils estiment, à raison, au vu du contexte historique qu'on a situé ici, que venir se livrer de manière gratuite dans les bras du régime actuellement au pouvoir, c'est d'accepter les conditions actuelles. Et je tiens à rappeler que la question du dialogue est secondaire. Avant de parler du dialogue, et c'est la position que nous avons au sein du MSC et pour presque tous les républicains, il y a d'abord des questions préalables. Ça a été rappelé par un de vos copanélistes, Gérard Cuissi, que je salue ici. On ne peut pas parler de dialogue national alors que les personnes concernées ne sont pas d'accord de la nature du dialogue et de comment va se dérouler ce dialogue. Lorsque je le dis, je vais rappeler le discours du président Biya en 1991. C'était à Bafoussam le 12 septembre. Il avait lui-même dit, M. Biya, que vouloir dialoguer et définir soi-même les modalités du dialogue, c'est refuser le dialogue. Ou bien, c'est vouloir imposer sa volonté. Voilà le discours qu'il avait tenu en 91. Et lorsque je le rappelle, ça montre que, fidèlement à ce discours, il est actuellement en contradiction parce que tous les Camerounais constatent que vous ne pouvez pas vouloir dialoguer et définir déjà qui va conduire le dialogue. Vous ne pouvez pas vouloir ouvrir des questions sur la forme de l'État, par exemple, et définir déjà que la forme de l'État va être la décentralisation. Vous ne pouvez pas vouloir dialoguer et estimer que une catégorie de personnes qui ont la légitimité doivent rester en prison. Et c'est la position que certains groupes extrémistes ont. Donc, lorsque nous le disons, nous, au sein du mouvement pour la résistance du Cameroun, nous n'allons pas continuer dans cette politique de la chaise vide.
nous allons aller à ce dialogue. C'est la position qui a été donnée par la deuxième vice-présidente nationale du MSC, Mme Chiriano. On va aller à ce dialogue. La politique de la chaise vide ne marche pas. Toutefois, nous allons illustrer de manière pratique et pragmatique toutes les incohérences et les suffisances du jeu mesquin qui se construit derrière cette propagande du dialogue national. Parce qu'on nous rappelle déjà qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques qui étaient en sommeil, qui sont en train d'être réveillés par le régime au pouvoir pour jouer les représentatifs des acteurs légitimes sur le terrain. Donc voilà la position que nous avons au sein du MSC. Monsieur Etondé, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bien évidemment, c'est la même question puisque c'est la problématique principale de ce soir sur l'annonce de ce dialogue par le président Paul Biya. Comment est-ce que vous analysez cela? Merci de m'avoir passé la parole, Emmanuel. Alors, je dis bonsoir au panel de Douala et au panel de Yaoundé et à tous les spectateurs. Je suis bien M. Tefar Etondé, côté de vin, je suis observateur international. Par rapport au discours du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, franchement, nous, les Camerounais, nous devons savoir, la plus grande magistrature suprême dans le monde, c'est être chef d'État. Même le pape souhaite être chef d'État. Et si la plus grande magistrature suprême du monde, de notre pays, a pu faire un discours, en ce que je sache, le président Paul Biya est à 37 ans au pouvoir. Durant les 37 ans, il y a 15 ans que je suis dans la diplomatie internationale. Mais même les discours, avant que moi je n'ai l'âge majeur, je les ai feuilletés dans les archives. Il n'a jamais fait un discours si bien. Il n'a jamais fait un discours si bien. Les visionnaires vous diront plus tard que c'est un testament qu'il a laissé. Il faut être sourd et muet pour ne pas comprendre. Ces sécessionnistes qui sont au sud-ouest et au nord-ouest, vous êtes à plus de 95% que ceux qui sont à l'extérieur. Donc vous seuls, vous pouvez décider, vous rapprocher pour ce dialogue national. Et vous avez la chance. Si moi, j'étais anglophone, je devrais venir me présenter pour avoir de l'emploi. Si vraiment, ce que vous avez réclamé, parce que sans vous mentir, aucun Camerounais ne pouvait imaginer que le chef d'État allait lire un discours comme ça. Personne. Si quelqu'un vous dit qu'il savait ça, c'est impossible. Il a surpris le monde. Vous avez suivi les félicitations de l'opinion internationale par rapport à ce discours. Et il dit ceci. Il prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Si vous vous rendez, on trouvera une situation fiable pour vous. Vous pensez que si lui là, l'État est tout puissant, si on le décide, vous prend là où vous êtes là, on va vous dénicher en moins de 24 heures. Qu'on ne vous trompe pas. On vous dénichera. Mais soumettez-vous. Il ne faut pas que ceux qui sont dans la diaspora, qui n'ont même plus la nationalité camerounaise, qui ne vivent pas les réalités que nous vivons, vous intoxiquent. Rapprochez-vous. On essaie d'aller. Si vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez donner votre opinion que non, nous souhaiterons encore comme ceci. Vous n'êtes pas les seuls qui souffrent. Les 8 autres régions sont dans les souffrances. L'économie a chuté. Voilà la rentrée scolaire. Il n'y a aucun fondateur qui vous dira que l'inscription a été payée totalement dans la zone francophone. Nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'aise. Voilà. C'est nous qui vous remercions, monsieur Etondé. Merci pour votre analyse. Mais avant d'aller une fois de plus du côté du standard, monsieur Yangon vous accueille également sur ce plateau. Bonsoir aussi et bienvenue. Monsieur Bertrand Tatinda l'a rappelé un peu plus tôt, la première fois, on a envoyé le Premier ministre qui a été donc plus ou moins refoulé. Cette fois-ci, c'est encore le Premier ministre actuel justement qui a été choisi par le président camerounais pour mener cette discussion. Est-ce
que vous pensez aussi, au vu de toutes ces réclamations de ces groupes armés, aussi de la diaspora, que cette fois-ci, il sera adoubé par cette population? Merci. Bon, j'ai préparé mon petit bord. Allez-y. Je crois que ça, c'est le genre c'est plus une réunion qui aurait dû faire l'objet d'un, je pense, ça va se faire d'un compte rendu. J'ai rarement suivi des interventions télé aussi variées et riches, il faut le dire. Mon premier point, il sera adoubé. Il a déjà été adoubé quand il est passé. On a vu comment il a été accueilli. Beaucoup de gens en ont marre. Je me souviens de mon propos ici quand on avait commencé les villes mortes. Ceux qui avaient initié les villes mortes, je leur avais dit, j'avais l'époque, j'avais bien lu sur Gandhi, dans quel contexte Gandhi avait créé, pas les villes mortes, mais l'économie morte dans son pays. Vous venez vous transposer ça chez vous ici, alors que c'est votre tante qui vend le piment au marché. Si elle ne vend pas le jour-là, elle ne mange pas le jour-là. Ça n'a pas marché. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous vous mettez à tuer votre société, votre économie, ça ne marche pas. Ça va échouer. Mon premier propos, c'est sur le dialogue, en son principe, comme un principe. Moi, je suis syndicaliste. Et vu les déboires que j'ai vécus, je m'en suis beaucoup pris au pouvoir RDPC. Je me suis replié vers ce que vous appelez les opposants. Je vous assure, mais je leur dis, ils me suivent là, il n'y en a pas un sur le plateau. Je vais vous faire. Voilà un pays où l'opposition est pire que le pouvoir. C'est un syndicaliste qui a reçu des coups de feu de ce pouvoir. Je sais de quoi je parle. Depuis que je l'ai tué sur eux, sur le plateau de télévision, j'ai déjà des vidéos sur YouTube. Non, il y en a un gars qui m'a dit qu'ils vont réagir. Ils ne vont pas réagir. Ils savent de quoi je parle. Je dois faire attention, étant de la société civile, désormais, à ce que je vais dire sur le pouvoir RDPC ne profite pas à son opposition, qui, elle, alors, c'est même déjà un honneur pour elle que j'en parle, que je la mentionne dans mon propos. Mais bon, puisqu'elles ont des patentes, si elles ont le droit d'exister, je suis obligé d'en parler. Sur le dialogue comme un principe, il est dit, il ne faut pas dialoguer dans la peur. Il ne faut pas avoir peur de dialoguer. C'est une sorte de conseil qu'on donne à tous les syndicalistes. Il ne faut pas aller dialoguer avec la peur. Il ne faut pas non plus avoir peur d'aller négocier ou dialoguer. Il faut toujours aller au dialogue, mais sans la peur. Donc, quand un chef d'État incontestablement élu, dont je soupçonne même qu'il a réduit son score pour donner un peu de points aux autres, parce que quand on voit comment ça s'est passé, donne cet ordre, donne cette idée, il faut la saisir. Ce serait une faute sociale, ce serait une faute du futur de rater ce rendez-vous. Il faudra y aller. Sur le retard, il y en a qui disent que, oh, il a fallu... Mais à chaque fois, c'est comme ça partout dans le monde entier depuis la nuit des temps. Ce n'est pas tout de suite. Maintenant, nous sommes ici en train de construire un pays. Je discutais un jour avec un aîné sur la Camerco et qui disait, maintenant c'est tard. Je lui disais, oui, c'est tard pour vous et moi, vu nos âges. Mais votre petit-fils qui a 3 ans, là, s'il pouvait accéder à l'intelligence de notre échange, il nous aurait dit, mais c'est tard pour qui? Mais c'est tard pour vous, pas pour moi. Moi qui n'ai que 3 ans, pour moi, ça n'a même pas commencé. On est en train de construire un pays, c'est pas tard pour vous. Excusez-moi. Donc, chacun fait du petit nombrilisme. Nous sommes dans une mentalité où, quand quelqu'un roule en voiture, il veut garer devant la porte, il ne veut pas aller garer loin et marcher à pied. Dans cette mentalité nous suit dans toutes nos actions. Il faut que nous nous projetions dans le futur lointain. Ce n'est pas tard. De cette manière, vu ainsi. Sur l'étendue du dialogue,
un chef d'État, il faut bien que quelqu'un lance le dialogue. Et il faut bien qu'il donne son contenu à lui. C'est comme ça, vous ne pouvez pas empêcher ça. C'est comme ça partout. Maintenant, ceux qui viennent au dialogue ont le droit, le devoir, l'obligation d'apporter leurs suggestions, leur vision de la chose. Vu qu'on se concentre sur le problème dit sur le nord-est. Mais ce n'est pas seulement le problème du Cameroun. Ce n'est pas le plus prégnant aujourd'hui. Si les morts qui sont là-bas sont spectaculaires, du fait d'une barbarie inimaginable, il y en a qui meurent de faim, il y a un hôpital qui vient de dire à une famille de venir récupérer leur maman de 66 ans, parce qu'eux ne peuvent plus s'en occuper. Il y a un hôpital qui a demandé l'autre jour de ramener maman à la maison, parce que leur famille n'a pas d'argent. Il y a des gens qui meurent. Tout ça doit faire partie de la construction nationale, et ça fait partie de... nous, les syndicalistes, nous comptons y aller pour parler de nos problèmes, puisque ces problèmes rencontrent des sympathisants. Ces problèmes que l'on veut mettre sur le nôtre rencontrent des sympathisants du fait de certains problèmes d'ordre économique. Donc, sur l'étendue, ce n'est pas bloqué. Sur la sécurité des sécessionnistes, il y a un comité qui s'appelle Comité des armements, démobilisation, réhabilitation. Mais il y a des gens qui ont été identifiés comme ayant pris des armes contre la patrie, qui sont dans ce comité, qui ont été récupérés dans ce comité, par ce comité, et qu'on a remis à l'école dans des formations. Donc ce n'est pas la première fois, aujourd'hui au Cameroun, et ce n'est pas en l'espace de combien d'années, que l'on va recevoir des gens dont on sait qu'ils ont tiré, qu'ils ont tué, qu'ils ont commis des déprédations, qu'on va les recevoir pour bâtir. Vous comprenez? Il faut que ce soit clair et que ce soit dit. Sur la sécession elle-même, qu'est-ce que c'est que la sécession? Qui est sécessionniste? Ici, je vais faire ces 2 points-ci. Madame la journaliste, quand je lis les histoires du Cameroun, je lis Kurt Volborgen, qui raconte comment il allait chercher les Bambara au Soudan pour venir tuer les chefs côtiers camerounais qui n'étaient pas assez dociles. Quand je lis l'esclavage, le noir est la seule race qui a vendu ses frères à d'autres, à une autre race, dans l'histoire de l'esclavage. Aujourd'hui, dans l'histoire des sécessions, vous ne verrez pas aujourd'hui un pays occidental qui va garder chez lui des sécessionnistes pour lui dire « je te garde pour que tu déranges ton pays ». Il n'y a que le noir qui peut le faire. Pourquoi il n'y a que le noir qui peut faire une chose pareille? Comment il n'y a que le noir qui peut s'asseoir dans un pays occidental, prendre l'argent de ces gens-là, envoyer pour que l'on tue, qu'on détruise dans son pays? Il faudrait bien que les anthropologues nous posent la question, pourquoi seul le noir est capable de se montrer depuis l'histoire de ce comportement-là? Et c'est ça, aujourd'hui encore, qui a lieu. C'est tout simplement inimaginable. La sécession, vous ne pouvez pas me dire que vous détruisez les hôpitaux, les entreprises pour la sécession. Ce n'est pas la sécession. Il y a quelque chose derrière. Pourquoi veut-on... J'ai l'impression qu'il y a un groupe de gens qui veulent raser un espace pour que les gens fuient, pour exploiter je ne sais pas quoi là-bas dedans. On ne fait pas la sécession de cette manière. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à faire l'histoire des sécessions. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc ce n'est pas de la sécession. C'est autre chose. Maintenant, je suis devenu un homme à Buea. Je suis allé à Buea quand j'avais 11 ou 12 ans. J'ai passé le concours du lycée de Buea. J'ai passé toute ma vie de l'école secondaire. Donc, je suis ce que nous appelions à l'époque déjà bonne francophone, anglophone, brutop. Je suis un camphocondre de Buea. Moi, je suis de Buea. Quand nous faisons 2-3 mois sans aller à Buea, nos corps nous démangent. Je dois arriver à Buea, passer 1 heure et revenir chez moi, enfin calmé. Donc les mots anglophones, francophones, je les ai mangés à toutes les sources dans mon enfance. Arrivé à un certain âge, quand j'ai voyagé un peu autour du monde, je me suis demandé, mais ça veut même dire quoi, anglophone, francophone? Vous dites que vous êtes indépendant et vous utilisez encore des mots de la pure colonisation alors. Je n'utilise pas ces mots. Et j'ai été très content de voir à chaque fois
quelqu'un que je ne nommerai pas, qui n'utilise pas ce mot. Quand on va dire que celui-ci est partisan d'un camp, il va diriger. Quiconque on va choisir sera dans un camp. Surtout quand vous avez les mots anglophone, francophone. Je sais bien ce qui on a l'œil pour diriger, pour que ce ne soit pas un homme politique, mais ce sera un anglophone. Donc, quand vous allez avec une telle terminologie qui impacte sur la pensée, la psychologie, ouais. On n'est pas indépendant dans nos propres cerveaux, là. Il faut que vous, les journalistes, et d'autres hommes de communication, nous enseignent à ne plus utiliser le mot anglophone, francophone. Ça nous souille. Merci. Ça tue l'idée même d'indépendance. Vous n'avez pas idée de l'impact que ça a dans nos cerveaux. Merci à vous, monsieur.